Le grand salon de la demeure de la Croix résonnait du silence habituel, ce silence pesant qui accompagnait chaque soirée depuis 3 mois. Camille Rochefort de la Croix, 25 ans, observait son reflet dans la fenêtre panoramique donnant sur les jardins de Neuilly-sur-Seine. Sa robe de soie bordeaux, choisie avec soin pour plaire à un mari qui ne la regardait jamais, semblait se moquer d'elle dans le verre terni par la pluie parisienne. « Madame souhaite-t-elle que je serve le dîner ?» demanda Marguerite, la gouvernante aux cheveux argentés, qui avait vu grandir Victor et qui la traitait avec une politesse distante, mais bienveillante. « Monsieur Delacroix rentrera-t-il ce soir ?» répondit Camille, connaissant déjà la réponse. « Il a téléphoné pour dire qu'il travaillait tard au bureau. Encore, toujours cette même excuse, ces mêmes mots prononcés avec la même indifférence. » Camille acquiesça d'un hochement de tête, refoulant l'amertume qui lui montait à la gorge. 3 mois de mariage, et elle pouvait compter sur les doigts d'une main les repas qu'ils avaient à partager. Elle se dirigea vers la salle à manger, ses talons claquant sur le marbre italien dans un écho solitaire. La longue table d'acajou dressée pour 2 personnes la narguait de son élégance inutile. Combien de fois s'était-elle assise là, espérant entendre les pas de Victor dans le couloir? Combien de fois avait-elle imaginé des conversations qui n'auraient jamais lieu? Le mariage avait été célébré à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, devant 300 invités qui étaient venus pour les affaires, pas pour l'amour. Son père, Henri Rochefort, dirigeant d'une entreprise de cosmétiques en difficulté, avait serré la main de Victor avec le soulagement de celui qui vient de sauver son empire. La mère de Victor, Élisabeth Delacroix, avait souri de ce sourire glacé qui ne réchauffait personne, satisfaite d'avoir trouvé une épouse convenable pour son fils. Et elle qui avait rêvé d'amour depuis l'enfance, elle qui collectionnait les romans de Françoise Sagan et écoutait Édith Piaf en imaginant une passion dévorante. Elle était devenue un pion dans un jeu d'échecs dont elle ne connaissait pas les règles. Victor Delacroix, 37 ans, directeur général du groupe Delacroix Industrie, était un homme que Paris respectait et craignait à la fois. Son empire s'étendait de l'immobilier aux nouvelles technologies et sa fortune se chiffrait en centaines de millions d'euros. Mais derrière ses costumes sur mesure et ses réunions internationales, il y avait un vide que Camille sentait sans pouvoir le comprendre. Leur première rencontre avait eu lieu lors d'un dîner d'affaires chez les Rochefort. Victor était arrivé en retard, s'était excusé poliment, avait serré quelques mains et s'était assis en face d'elle. Pas un regard, pas un sourire, juste une présence froide et distante qui avait glacé l'atmosphère. Quand son père avait évoqué une alliance bénéfique pour nos 2 familles, Victor avait simplement hoché la tête, comme s'il approuvait l'achat d'une nouvelle propriété. Ce soir-là, Camille dînait seule une fois de plus, face à une chaise vide qui résumait sa nouvelle existence. Elle repensait à sa meilleure amie, Juliette, qui l'avait mise en garde. « Tu ne le connais même pas, Camille. Comment peux-tu épouser un homme qui ne t'a jamais demandé tes goûts, tes rêves, tes peurs ?» Elle avait répondu avec l'optimisme de ses 25 ans. « L'amour peut naître de tout, même d'un mariage arrangé. Regarde les couples de nos grands-parents. » Mais 3 mois plus tard, force était de constater que Victor Delacroix ne semblait pas intéressé par la naissance de quoi que ce soit entre eux. Il partait tôt le matin, rentrait tard le soir, et quand leur chemin se croisait par hasard dans les couloirs de cette immense demeure, il la saluait d'un « Bonjour Camille », aussi neutre qu'un bulletin météorologique. Le plus douloureux n'était pas l'indifférence, mais l'impression d'être transparente, comme si elle n'existait pas vraiment dans cette maison qui était pourtant officiellement la sienne. Les domestiques la respectaient par obligation, la belle-mère la tolérait par convenance, et son mari semblait avoir oublié qu'il en avait une. Cette nuit-là, allongée dans le lit conjugal qu'elle occupait seule depuis le premier jour, Camille fixait le plafond orné de moulures dorées. Dans la chambre voisine, celle que Victor avait choisie, temporairement, selon ses dires, tout était silencieux. Pas de lumière filtrant sous la porte, pas de bruit de pas, pas de signe de vie. Elle ferma les yeux et se demanda combien de temps encore elle pourrait supporter d'être l'épouse oubliée d'un homme qui avait transformé son cœur en forteresse. Quelque chose devait changer. Mais quoi? Et comment briser les murs d'un homme qui semblait avoir jeté la clé de son âme dans un puits sans fond? La pluie continuait de tambouriner contre les fenêtres, comme si même le ciel pleurait sur cette union sans amour qui se désintégrait jour après jour dans le silence le plus cruel. Le réveil sonna à 6 heures précises dans la chambre de Victor. Camille l'entendit se lever, prendre sa douche, puis ses pas résonner dans le couloir menant vers l'escalier principal. La routine immuable d'un homme qui orchestrait sa vie comme une partition parfaitement réglée, sans place pour l'improvisation ni les sentiments. Elle resta allongée encore quelques minutes,
écoutant le bruit de la BMW qui s'éloignait dans l'allée. Puis elle se leva, enfila sa robe de chambre en soie ivoire et descendit prendre son petit déjeuner dans la cuisine, loin de la salle à manger, où Marguerite avait dressé la table pour une personne. Elle ne supportait plus ces mises en scène qui soulignaient sa solitude. « Bonjour, Madame Delacroix », dit Lucien, le chef cuisinier, un homme dans la cinquantaine aux mains expertes qui préparait des merveilles que Victor ne prenait jamais le temps de goûter. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ce matin ?»« Juste des fruits frais et un thé, merci, Lucien. » Elle s'installa sur un tabouret face au comptoir de marbre blanc. « Dites-moi, depuis combien de temps travaillez-vous pour la famille Delacroix ?» Le cuisinier hésita un instant, surpris par cette question inhabituelle. « 15 ans, madame. J'ai commencé quand monsieur Victor avait 22 ans. » Ça comment était-il à cette époque ? Lucien coupa une pêche avec une précision chirurgicale, visiblement mal à l'aise. « Différent, madame. Plus vivant. Il riait souvent, recevait des amis, organisait des dîners animés. » Il marqua une pause. C'était avant l'accident. Camille sentit son cœur s'accélérer. Quel accident? Mais Lucien avait déjà refermé son visage. « Je ne devrais pas parler de ces choses-là, madame. Ce n'est pas ma place. » Le mystère s'épaississait autour de Victor, et Camille comprenait enfin qu'il y avait une raison à cette froideur, un événement qui avait transformé l'homme qu'il était. Elle but son thé en silence, l'esprit en ébullition. Pour la première fois depuis 3 mois, elle ressentait autre chose que de la résignation, une curiosité ardente, presque douloureuse. L'après-midi, elle décida de se rendre au bureau de Delacroix Industries. Elle n'y était jamais allée, ce qui en soi était révélateur de l'abîme qui les séparait. La tour de verre et d'acier située dans le 16e arrondissement s'élevait sur 30 étages, imposante et froide comme son propriétaire. La réceptionniste, une blonde sophistiquée aux ongles parfaits, la regarda avec un mélange de surprise et de circonspection. « Madame Delacroix, nous ne vous attendions pas. Monsieur Delacroix est en réunion avec les investisseurs japonais. Je ne viens pas le voir professionnellement. Je souhaitais simplement découvrir l'univers de mon mari. » Le mot « mari » sonna étrangement dans sa bouche comme un mensonge qu'elle se répétait pour s'en convaincre. « Bien sûr, madame. Puis-je vous faire visiter ?» Camille déambula dans les couloirs aseptisés, observant les employés qui s'affairèrent derrière leurs écrans, l'atmosphère tendue et respectueuse qui régnait dans cet empire financier. Partout, des photos de Victor inaugurant des projets, serrant des mains importantes, mais toujours avec cette même expression impénétrable. « Monsieur Delacroix est très respecté ici », expliquait la réceptionniste. « Un leader né, disent les investisseurs. Mais aussi, elle baissa la voix, quelqu'un de très solitaire. En 15 ans, personne ne l'a jamais vu avec une compagne lors des événements d'entreprise. Jusqu'à votre mariage, bien sûr. 15 ans. » Le même chiffre que Lucien avait mentionné. Camille commençait à entrevoir les contours d'un puzzle dont les pièces manquantes racontaient peut-être la vraie histoire de Victor Delacroix. Elle était en train d'admirer la vue panoramique sur Paris depuis le 30e étage quand elle l'aperçut. Victor sortait d'une salle de conférence, accompagné de 3 hommes en costume sombre. Il parlait anglais avec fluidité, gesticulant avec une assurance qu'elle ne lui avait jamais vue à la maison. Ici, il était dans son élément, maître absolu de son domaine. Leurs regards se croisèrent à travers la baie vitrée. L'espace d'une seconde, elle crut voir passer quelque chose dans ses yeux verts. De la surprise, de la colère, ou peut-être de la vulnérabilité. Mais l'instant d'après, le masque était revenu et il détourna le regard pour continuer sa conversation. Camille rentra à Neuilly le cœur battant, troublée par cette brève connexion visuelle qui avait réveillé quelque chose en elle. Pour la première fois depuis leur mariage, elle avait entrevu l'homme derrière la façade, et cet homme-là, elle avait envie de le connaître. Ce soir-là, elle l'attendit dans le salon. Victor rentra vers 22 heures, comme à son habitude. Il marqua un temps d'arrêt en la voyant, encore vêtue de sa robe noire élégante, un livre ouvert sur les genoux. « Bonsoir Camille. Tu m'attendais ?» Sa voix était neutre, mais elle décela une pointe de curiosité. « Je voulais te parler. » Il desserra sa cravate, geste qui trahissait une fatigue qu'il cachait habituellement. « Je t'écoute. Je suis allé à ton bureau aujourd'hui. » Victor se figea. « Ah, et qu'est-ce que tu en as pensé? Que tu es un homme différent là-bas, plus présent. » Elle referma son livre et le posa sur la table basse. Je me demandais si cette personne que j'ai entrevue existait aussi ailleurs qu'au travail. Un silence lourd s'installa entre eux. Victor la regardait avec une intensité nouvelle, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Pourquoi cette question, Camille? Parce que je suis ta femme et que je ne te connais pas. » Les mots sortirent plus brutalement qu'elle ne l'avait voulu, chargés de 3 mois de frustration contenue.
Victor s'assit dans le fauteuil en face d'elle, mais maintint une distance prudente. « Tu sais tout ce qu'il y a à savoir. Je dirige une entreprise, j'ai des responsabilités et… » Non. Elle se pencha vers lui. « Je sais que tu prends ton café noir sans sucre, que tu lis le Financial Times tous les matins, que tu possèdes 43 costumes exactement, mais je ne sais rien de tes rêves, de tes peurs, de ce qui te fait sourire ou pleurer. » Victor détourna le regard vers les fenêtres, peut-être parce qu'il n'y a rien d'intéressant à découvrir. « Je ne te crois pas. » La voix de Camille se brisa légèrement. « Lucien m'a dit que tu étais différent avant. »« Qu'est-ce qui t'est arrivé, Victor ?» Le prénom prononcé avec tant de douceur sembla le toucher plus que tous les arguments du monde. Ses épaules s'affaissèrent imperceptiblement, et pendant un instant, Camille crut qu'il allait enfin se confier. Mais Victor se leva brusquement. « Il se fait tard, je monte me coucher. » Il s'arrêta au pied de l'escalier, la main sur la rampe, sans se retourner. « Camille, oui, merci d'être venue au bureau aujourd'hui, même si les choses sont compliquées entre nous. » C'était la première fois qu'il reconnaissait l'existence d'un « nous », aussi fragile soit-il. Camille sentit une lueur d'espoir naître dans sa poitrine. Les murs de Victor avaient peut-être des fissures, après tout. Les jours suivants, Camille remarqua un changement subtil dans l'attitude de Victor. Il ne l'évitait plus complètement, lui adressait parfois un regard en passant, et lors du rare petit déjeuner qu'ils partagèrent, il lui demanda comment elle occupait ses journées. Des miettes d'attention, certes, mais qui réchauffèrent le cœur glacé de leur mariage. Ce matin-là, profitant de l'absence de Victor parti en déplacement à Lyon, Camille décida d'explorer la maison plus intimement. Au deuxième étage, une porte qu'elle n'avait jamais osé ouvrir attira son attention. La poignée tourna facilement. Victor n'avait pas jugé nécessaire de la verrouiller. C'était un bureau personnel, différent de celui du rez-de-chaussée où il recevait parfois des clients. Ici régnait une atmosphère plus intime, plus personnelle. Les murs étaient recouverts de diplômes de Sciences Po et de HEC, de photos de voyages d'affaires, mais aussi d'autres choses. Sur une étagère presque cachée derrière des dossiers, une photo encadrée montrait un Victor plus jeune, souriant, entourant les épaules d'une femme brune aux yeux pétillants. Ils se tenaient devant la tour Eiffel, et l'amour qui les unissait était palpable, même à travers ce simple cliché. Camille sentit son estomac se nouer. Voici donc le secret de Victor, la raison de sa froideur. Il avait aimé une femme, profondément, et quelque chose était arrivé à cette histoire. « Isabelle » murmura une voix derrière elle. Camille sursauta et se retourna pour découvrir Marguerite dans l'embrasure de la porte, le visage empreint d'une tristesse infinie. « Pardonnez-moi, madame, je ne voulais pas vous effrayer. Je venais faire le ménage et… » Elle s'approcha de la photo. Elle s'appelait Isabelle Moreau. Ils se sont rencontrés à l'université. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Camille, la gorge serrée. Marguerite hésita, puis sembla prendre une décision. « Monsieur Victor ne m'en voudrait peut-être pas de vous le dire. Vous êtes sa femme, après tout, même si… » Elle soupira. Ils étaient fiancés, devaient se marier à l'automne 2010. Isabelle revenait de Londres, où elle préparait leur lune de miel. L'avion s'est écrasé quelques minutes avant l'atterrissage à Roissy. Le sang de Camille se glaça. 15 ans. Cela faisait 15 ans que Victor portait ce deuil. 15 ans qu'il s'était muré dans le travail et la solitude. Il n'a plus jamais été le même après ça, continua Marguerite. Fini les sourires, les projets d'avenir, les amis. Juste le travail, toujours le travail. Sa mère désespérait de le voir refaire sa vie. Quand votre père a proposé cette alliance, il a accepté parce qu'il savait qu'il ne risquerait pas de tomber amoureux, compléta Camille, la vérité la frappant comme une gifle. Elle était un bouclier contre l'amour, une protection contre la douleur. Victor l'avait épousée précisément parce qu'elle ne représentait aucun danger émotionnel pour lui. Cette révélation aurait dû l'anéantir, mais étrangement, Camille ressentit quelque chose d'inattendu, de la compassion. Derrière l'homme froid et distant se cachait un être brisé qui refusait de souffrir à nouveau. L'après-midi, elle se rendit au cimetière du Père-Lachaise. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver la tombe d'Isabelle Moreau. Une stèle de marbre noir ornée d'une rose gravée et de ces mots « Tu resteras à jamais dans mon cœur. V. » Victor venait ici, régulièrement, à en juger par les fleurs fraîches déposées récemment. Des lys blancs, les préférés d'Isabelle, selon l'inscription sur une petite carte qu'il avait oubliée. Camille s'agenouilla devant la tombe. « Bonjour Isabelle, je m'appelle Camille et j'ai épousé Victor il y a 3 mois. » Les mots lui semblaient étranges, mais nécessaires. « Je ne suis pas là pour te remplacer, ni pour effacer ton souvenir. Je voulais juste te dire que je comprends maintenant pourquoi il a si peur d'aimer. »
Une brise douce fit danser les feuilles des arbres environnants comme une réponse bienveillante. Je ne sais pas si je pourrai jamais conquérir son cœur, mais je veux essayer de guérir ses blessures. Est-ce que tu penses qu'il pourrait être heureux à nouveau? Le silence du cimetière l'enveloppa, apaisant et mélancolique à la fois. Ce soir-là, Victor rentra plus tôt que prévu. Il trouva Camille dans la cuisine, préparant elle-même le dîner, une habitude qu'elle avait prise pour se sentir utile. « Tu cuisines » s'étonna-t-il, desserrant sa cravate. « J'ai grandi dans une famille où ma mère préparait tous les repas. C'est réconfortant. » Elle leva les yeux vers lui. « Comment s'est passé ton déplacement ?»« Bien. » Il marqua une pause. « Ça sent délicieux, qu'est-ce que tu prépares ?»« Un risotto aux champignons. C'était le plat préféré de mon grand-père. » Victor s'assit sur un tabouret, observant ses gestes habiles. Pour la première fois, l'atmosphère entre eux n'était pas tendue, mais presque familière. « Camille ?» Sa voix était différente, plus douce. « Oui, merci de rendre cette maison moins silencieuse. » Elle sentit son cœur s'emballer. « C'est ma maison aussi, maintenant. »« Oui, » murmura-t-il, comme s'il réalisait cette évidence pour la première fois. « C'est ta maison aussi. » Ils dînèrent face à face, échangeant quelques mots sur des sujets anodins, mais Camille sentait quelque chose changer entre eux. Victor la regardait vraiment, écoutait ses réponses, posait des questions, comme s'il découvrait enfin qu'elle existait. Quand ils se séparèrent pour la nuit, il s'arrêta au bas de l'escalier. « Camille ? Oui, bonne nuit. » Deux mots simples, mais prononcés avec une chaleur qu'elle ne lui avait jamais entendue. Camille monta dans sa chambre le cœur léger, persuadée qu'elle venait de franchir une première étape vers le cœur barricadé de son mari. Elle ne savait pas encore que les véritables épreuves ne faisaient que commencer, et qu'une tempête se préparait qui les forcerait bientôt à affronter leurs démons les plus profonds. La semaine qui suivit marqua un tournant subtil mais significatif dans la relation entre Camille et Victor. Il rentrait désormais plus tôt, acceptait parfois de dîner avec elle, et leur conversation, bien que toujours prudente, gagnait en profondeur. Camille avait l'impression de déchiffrer un code complexe, chaque sourire fugace, chaque regard prolongé révélant une facette nouvelle de l'homme qu'elle avait épousé. Ce matin-là, alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans la véranda, Victor la rejoignit avec sa tasse habituelle et le journal, inhabituel mais encourageant. « J'ai pensé que nous pourrions, peut-être… » Il s'interrompit, comme s'il cherchait ses mots. « Ma mère organise un dîner de gala samedi prochain pour les investisseurs internationaux. Ta présence serait appréciée. » Camille faillit s'étrangler avec son thé. En 3 mois de mariage, c'était la première fois qu'il l'invitait officiellement à l'accompagner dans un événement professionnel. « Tu es sûr ? Je ne voudrais pas. Tu es ma femme, Camille. » Il prononça ces mots avec une détermination nouvelle. Il est temps que le monde le sache vraiment. Elle sentit une bouffée de chaleur l'envahir. Était-ce le début de la reconnaissance qu'elle espérait tant? Le samedi soir, Camille choisit une robe de cocktail bleu nuit qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Quand elle descendit l'escalier, Victor l'attendait dans le hall d'entrée impeccable dans son smoking. Leurs regards se croisèrent et pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Tu es magnifique », murmura-t-il, et ces 3 mots simples firent battre son cœur plus fort que toutes les déclarations d'amour qu'elle avait pu imaginer. Le dîner se déroulait dans l'hôtel particulier des Delacroix, dans le 7e arrondissement, une demeure du XVIIIe siècle qui respirait l'élégance et la fortune ancestrale. Élisabeth Delacroix, la mère de Victor, accueillit les invités avec son sourire de marbre habituel, mais Camille remarqua qu'elle la scrutait avec une attention particulière ce soir-là. « Ma chère Camille », dit-elle en s'approchant, sa voix dégoulinante de fausse bienveillance. « Comme c'est charmant de vous voir enfin accompagner Victor, j'espère que vous saurez vous montrer à la hauteur de nos invités. » Le sous-entendu était clair. « Ne me faites pas honte. » Camille serra les dents et sourit poliment, refusant de se laisser intimider. La soirée se déroula mieux qu'elle ne l'avait espéré. Victor la présenta à plusieurs couples d'investisseurs, restant à ses côtés, une main protectrice sur sa taille. Elle conversait en anglais avec l'épouse d'un magnate de l'immobilier londonien quand elle surprit une conversation entre Élisabeth et une femme blonde qu'elle ne connaissait pas. « Pauvre Victor », murmurait la blonde. « On voit bien qu'il fait des efforts, mais ce mariage arrangé, après ce qui est arrivé à Isabelle, je ne pensais pas qu'il accepterait de se remarier. »« Émilie, ma chère, » répondit Élisabeth avec un soupir théâtral. « Ce mariage était nécessaire pour les affaires. Camille est une fille convenable, mais elle ne sera jamais… » Elle laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Camille sentit son sang se glacer. Émilie, ce prénom lui disait quelque chose.
Elle se souvint soudain. Émilie Durand, l'ex-petite amie de Victor avant Isabelle, est visiblement une amie proche de sa mère. D'ailleurs, continua Émilie avec un sourire carnassier, j'ai entendu dire qu'il se rendait encore régulièrement au cimetière. Certains amours ne meurent jamais, n'est-ce pas? Les paroles d'Émilie la frappèrent comme des coups de poignard. Ainsi, tout le monde savait que Victor continuait à pleurer Isabelle, que leur mariage n'était qu'une façade pratique. L'humiliation la submergea, mais elle s'efforça de garder son sang-froid. Plus tard, dans la soirée, Victor dut s'absenter pour un appel important. Camille se retrouva seule près du bar quand Émilie s'approcha d'elle, un sourire faussement amical aux lèvres. « Camille, ma chère, nous n'avons pas eu l'occasion de nous parler. Je suis Émilie Durand, une vieille amie de Victor. »« Enchantée, » répondit Camille, sur ses gardes. « Vous savez, j'espère que vous ne vous faites pas d'illusions sur ce mariage. » Le ton d'Émilie était devenu plus tranchant. Victor m'a confié qu'il avait accepté cette union uniquement pour faire plaisir à sa mère et sauver l'entreprise de votre père. Camille serra son verre si fort qu'elle crut qu'il allait se briser. « Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. »« Oh, mais j'essaie simplement de vous éviter des déceptions. » Émilie but une gorgée de champagne. « Victor est incapable d'aimer à nouveau. Son cœur est enterré avec Isabelle. Vous pourriez attendre 100 ans. Jamais vous ne serez plus qu'un arrangement pratique pour lui. » Les mots d'Émilie résonnaient encore dans sa tête quand Victor revint. Il remarqua immédiatement son visage fermé. « Camille, tout va bien ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. Comment lui dire qu'elle venait d'apprendre de la bouche d'une étrangère ce qu'elle soupçonnait déjà? Comment lui avouer que chaque petit progrès qu'elle croyait avoir fait s'effritait sous le poids de cette vérité brutale? Le trajet du retour se déroula dans un silence pesant. Victor tentait quelques approches, commentant la réussite de la soirée, mais Camille restait murée dans ses pensées douloureuses. Une fois à la maison, alors qu'ils montèrent l'escalier côte à côte, Victor s'arrêta devant sa chambre. « Camille, je sens que quelque chose ne va pas. Si j'ai dit ou fait quelque chose... »« Non !» l'interrompit-elle, la voix étranglée. « Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui me faisais des idées. » Elle entra dans sa chambre et ferma la porte, s'y adossant comme pour tenir le monde à distance. Derrière la cloison, elle entendit Victor s'attarder quelques instants, puis ses pas s'éloigner vers sa propre chambre. Cette nuit-là, Camille pleura pour la première fois depuis son mariage. Elle pleura sur ses rêves brisés, sur cet amour à sens unique qu'elle nourrissait malgré elle, sur cette prison dorée où elle s'enfonçait chaque jour un peu plus. Elle ne savait pas encore que les véritables épreuves ne faisaient que commencer, et qu'une nuit d'orage allait bientôt bouleverser leur vie à jamais. Les jours qui suivirent le dîner de gala furent marqués par un retour à la froideur habituelle, mais cette fois c'était Camille qui avait érigé des barrières. Elle évitait les regards de Victor, prenait ses repas plus tôt ou plus tard pour ne pas le croiser, et répondait à ses tentatives de conversation par des monosyllabes polis. Victor, déconcerté par ce revirement, tentait maladroitement de comprendre ce qui avait changé. Il la trouvait souvent debout devant les fenêtres, perdue dans ses pensées, mais n'osait pas l'aborder de front. Ce mercredi matin, n'y tenant plus, il la rejoignit dans la bibliothèque où elle feuilletait un livre sans vraiment le lire. « Camille, nous devons parler. » Elle leva les yeux vers lui, et Victor fut frappé par la tristesse qu'il y lut. « De quoi veux-tu parler, Victor ? » ?»« De ce qui s'est passé samedi soir, de ce changement en toi. » Il s'assit en face d'elle, cherchant ses mots. « J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, mais je ne comprends pas quoi. » Camille referma son livre d'un geste sec. « Tu n'as rien fait de mal. Tu es exactement ce que tu as toujours été. Honnête dans ta froideur. C'est moi qui me suis trompé. Je ne comprends pas. » « Non, bien sûr que tu ne comprends pas. » Une amertume nouvelle perçait dans sa voix. Comment pourrais-tu comprendre ce que ressent une femme qui découvre que tout le monde sait qu'elle n'est qu'un arrangement pratique? Victor pâlit. « Qui t'a dit ça? » Émilie Durand, entre autres. Mais peu importe qui. Ce qui compte, c'est que c'est vrai, n'est-ce pas? Elle se leva, faisant face à la fenêtre. « Je ne suis qu'une solution à tes problèmes familiaux et aux difficultés financières de mon père. Une épouse de façade qui ne risque pas de troubler ton deuil éternel. » Le silence de Victor valait tous les aveux. Camille sentit son cœur se briser définitivement. « Je veux divorcer. » Les mots tombèrent comme une sentence dans l'atmosphère feutrée de la bibliothèque. Victor se leva d'un bond, le visage livide. « Camille, non, tu ne peux pas. Nous avons un contrat, nos familles se débrouilleront. » Elle se tourna vers lui, et Victor fut choqué par la détermination qu'il lut dans ses yeux. « Je ne peux plus vivre comme ça, Victor. Je ne peux plus faire semblant d'être heureuse dans un mariage où je suis transparente. » « Tu n'es pas transparente. »« Vraiment ?» Un rire amer s'échappa de ses lèvres. « Quand as-tu remarqué pour la dernière fois que j'avais changé de coiffure? Que j'avais acheté une nouvelle robe?
Que j'existais autrement que comme un meuble dans cette maison? Victor ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il réalisait avec horreur qu'elle avait raison. « Je vais appeler mon avocat cet après-midi », continua Camille, d'une voix plus calme. « Je ne demande rien d'autre que ma liberté. Tu pourras continuer à pleurer Isabelle en paix. Et moi, j'essaierai de reconstruire ma vie. » Elle quitta la bibliothèque, laissant Victor seul avec le poids de ses révélations. Pour la première fois depuis 15 ans, il se retrouvait face à la perspective de perdre quelqu'un, et cette idée le terrifiait plus qu'il n'osait se l'avouer. L'après-midi, Camille se rendit chez Maître Dubois, l'avocat familial des Rochefort. L'homme, dans la soixantaine, l'écouta exposer sa situation avec une attention bienveillante. « Ma chère Camille, je comprends votre détresse, mais réfléchissez bien. Un divorce si rapide après le mariage, les conséquences financières pour votre père. Mon père s'en remettra, il trouvera d'autres solutions. Et M. Delacroix, a-t-il accepté cette demande ?» Camille hésita. « Pas encore, mais il n'aura pas le choix. » Maître Dubois la regarda par-dessus ses lunettes. « Permettez-moi une question indiscrète. Êtes-vous certaine que ce mariage ne peut pas évoluer? Parfois, les unions les plus solides naissent de débuts difficiles. Il aime une morte, Maître Dubois. Comment puis-je lutter contre un fantôme ?» Le soir venu, Camille trouva Victor dans son bureau, fixant des papiers qu'il ne lisait visiblement pas. Il leva les yeux quand elle entra, et elle fut surprise par l'émotion qu'elle y lut. « J'ai parlé à mon avocat », annonça-t-elle sans préambule. « Camille, s'il te plaît. » Il se leva contournant son bureau pour s'approcher d'elle. « Laisse-moi au moins essayer de réparer les choses. »« Comment ?» ?»« En me remarquant enfin, en faisant semblant de m'aimer. » Elle secoua la tête. « Je ne veux pas de ta pitié, Victor. Je veux être aimée pour ce que je suis, pas par obligation conjugale. Et si... » Il s'interrompit, luttant visiblement avec lui-même. « Et si je te disais que ces dernières semaines, j'ai commencé à... » « Rien de quoi ?» Elle le défia du regard. « À t'habituer à moi? À apprécier ma compagnie? Ce n'est pas suffisant, Victor. » Un orage grondait au dehors, et les premiers éclairs illuminaient les fenêtres du bureau. Victor regardait Camille comme s'il la voyait pour la première fois, vraiment, et cette vision le bouleversait. « Tu as raison, » murmura-t-il enfin. « J'ai été égoïste et lâche. J'ai accepté ce mariage en pensant que je pourrais continuer à vivre dans mon passé sans faire de mal à personne. Mais je t'ai fait du mal, à toi, et c'est impardonnable. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette honnêteté soudaine la touchait plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Si tu veux vraiment divorcer, je ne m'y opposerai pas, » continua Victor. « Mais avant que tu prennes ta décision définitive, reste encore un peu. Laisse-moi te montrer que je peux changer. » Le tonnerre grondait de plus en plus fort, et une pluie torrentielle commençait à marteler les carreaux. Camille regardait cet homme qui, pour la première fois, lui ouvrait son cœur, même partiellement. « 1 semaine, » dit-elle finalement. « Je te donne 1 semaine, Victor. Après ça, si rien n'a changé... » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un éclair éblouissant illumina la pièce, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Puis, soudain, toutes les lumières s'éteignirent, plongeant la maison dans l'obscurité totale. Dans ce noir soudain, Camille entendit Victor se rapprocher d'elle, et pour la première fois depuis leur mariage, elle ne recula pas. L'obscurité totale enveloppa la demeure de la Croix comme un cocon. Dans le bureau, Camille et Victor se retrouvaient tout soudain isolés du monde extérieur, seuls face à eux-mêmes dans cette nuit d'orage qui semblait avoir décidé de leur destin. « Ne bouge pas, » murmura Victor dans l'obscurité. « Je vais chercher des bougies. » Camille entendit ses pas prudents sur le parquet, le bruit d'un tiroir qu'on ouvre, puis le craquement d'une allumette. Une flamme vacillante illumina le visage de Victor, creusant ses traits d'ombre dramatiques. Il alluma plusieurs bougies disposées sur son bureau, créant une atmosphère intime et troublante. « L'électricité ne reviendra probablement pas avant demain matin, » dit-il en regardant son téléphone. Les lignes sont coupées dans tout le quartier. Ils se retrouvaient prisonniers l'un de l'autre, sans possibilité de fuite dans leurs routines habituelles. Le tonnerre continuait de gronder, et la pluie battante contre les fenêtres créait une symphonie sauvage qui semblait réveiller quelque chose de primitif entre eux. Victor s'approcha de la cheminée et y alluma un feu. Les flammes dansantes projetèrent leurs silhouettes sur les murs, comme 2 âmes en quête de rédemption. Camille, malgré sa colère et sa déception, ne put s'empêcher d'admirer la grâce naturelle de cet homme qu'elle connaissait si mal. « J'ai froid », avoua-t-elle, plus par besoin de briser le silence que par réelle nécessité. Victor décrocha son veston et vint le déposer sur ses épaules. Ce geste simple, empreint d'une tendresse inattendue, fit frémir Camille. Elle respirait maintenant son parfum masculin,
cette fragrance boisée qui lui était devenue familière sans qu'elle s'en aperçoive. « Camille, commença Victor, sa voix plus grave que d'habitude, cette semaine que tu m'accordes, je ne la mérite pas. Alors pourquoi l'ai-je fait ?» Elle leva les yeux vers lui, et dans la lumière dorée du feu, leurs regards se soudèrent avec une intensité nouvelle. « Peut-être parce que tu vois quelque chose en moi que j'ai oublié depuis longtemps. » Il s'assit sur le tapis devant la cheminée, et après un moment d'hésitation, Camille le rejoignit. La proximité de leur corps, la chaleur du feu, l'intimité forcée de cette nuit créaient une alchimie dangereuse. « Parle-moi d'Isabelle, » dit-elle soudain, le surprenant. Victor se raidit. « Pourquoi veux-tu » ? « Parce que si je dois vivre avec son fantôme, j'ai le droit de savoir qui elle était. » Un long silence s'étira entre eux, ponctué seulement par le crépitement du feu et les roulements du tonnerre. Puis, d'une voix à peine audible, Victor commença à parler. Elle riait tout le temps. C'est ce qui m'avait séduit en premier. Son rire cristallin qui résonnait dans les couloirs de Sciences Po. Ses yeux se perdaient dans les flammes. Elle voulait devenir journaliste, parcourir le monde, raconter des histoires. Elle avait des rêves plein la tête. Camille sentit une jalousie douloureuse lui transpercer le cœur, mais aussi, étrangement, de la compassion pour cette jeune femme fauchée en pleine vie. Elle t'aimait, éperdument. Un sourire triste étira ses lèvres. Elle disait que j'étais son ancre, celui qui la ramènerait toujours à la maison après ses voyages. Nous avions tout planifié. La maison, les enfants, les vacances. Sa voix se brisa. Quand l'avion s'est écrasé, j'ai eu l'impression que ma vie s'arrêtait aussi. Je me suis dit que je n'aurais plus jamais le droit d'être heureux. Camille tendit instinctivement la main vers lui, effleurant ses doigts. Victor. J'ai vécu 15 ans dans ce sentiment de culpabilité. Il tourna sa main pour emprisonner celle de Camille. Et puis tu es arrivé. Je ne suis pas Isabelle. Non. Il plongea son regard dans le sien. Tu es Camille. Tu es différente. Et c'est exactement ce qui me terrifiait. Un éclair particulièrement violent illumina la pièce, et Camille sursauta. Victor la rapprocha instinctivement de lui, et elle se retrouva blottie contre son torse, sentant battre son cœur sous sa chemise. « J'ai peur », murmura-t-elle, et elle ne parlait plus seulement de l'orage. « Moi aussi », avoua-t-il, ses lèvres effleurant ses cheveux. Dans cette confession mutuelle, quelque chose céda entre eux. Victor inclina son visage vers le sien, et Camille ne recula pas. Leurs bouches se trouvèrent dans un baiser d'abord hésitant, puis de plus en plus ardent, comme si 15 ans de solitude pour lui et 3 mois de frustration pour elle explosaient en même temps. « Camille, » gémit-il contre ses lèvres, « je ne veux pas te faire du mal. Tu me fais déjà mal depuis des mois, » répondit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Mais cette nuit, laisse-moi être ton épouse, vraiment. » Victor la regarda longuement, cherchant dans ses yeux la moindre hésitation. N'en trouvant aucune, il l'embrassa à nouveau avec une passion désespérée qui balaya toute leur défense. Leurs mains se cherchèrent, se trouvèrent, explorèrent avec une urgence née de mois de frustration. La robe de Camille glissa sur ses épaules. La chemise de Victor rejoignit le sol. Dans la lumière dansante du feu, ils se découvraient enfin, non plus comme 2 étrangers liés par un contrat, mais comme un homme et une femme consumés par un désir trop longtemps réprimé. Quand Victor la prit dans ses bras pour la porter vers le canapé de cuir, Camille sut que cette nuit marquerait un point de non-retour. Qu'ils s'aiment, tout se détruisent, après ça, plus rien ne serait jamais comme avant. Dans la tempête qui faisait rage au dehors, leurs corps et leurs âmes se rencontraient enfin, brisant 15 ans de mur pour lui et 3 mois de solitude pour elle. Cette nuit d'orage deviendrait celle de leur renaissance commune. Camille s'éveilla dans les bras de Victor, leur corps encore entremêlés sur le canapé de cuir du bureau. La lumière dorée de l'aube filtrait à travers les rideaux et l'électricité avait été rétablie pendant leur sommeil. Mais rien de tout cela n'avait d'importance comparé à la chaleur du corps de son mari contre le sien. Victor dormait encore, ses traits habituellement tendus détendus par un sommeil paisible qu'il n'avait sans doute pas connu depuis des années. Camille observait son visage, mémorisant chaque détail de cet instant parfait avant que la réalité ne reprenne ses droits. Quand Victor ouvrit les yeux, elle crut y lire la même panique que celle qui l'envahissait. Allait-il regretter cette nuit, redevenir l'homme distant qu'elle avait épousé? « Bonjour » murmura-t-il, sa voix encore rauque de sommeil. « Bonjour » répondit-elle, incapable de déchiffrer son expression. Un silence gêné s'installa entre eux. Victor se redressa, cherchant ses vêtements éparpillés. Camille sentit son cœur se serrer. Était-ce déjà fini? Cette parenthèse magique allait-elle se refermer comme si rien ne s'était passé? Camille, il enfila sa chemise, évitant son regard.
Cette nuit était une erreur, termina-t-elle, la gorge nouée. Non, la véhémence de sa réponse la surprit. Victor se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle lut quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu, de la vulnérabilité. Ce n'était pas une erreur, c'était... Il s'interrompit, luttant visiblement avec ses émotions. Camille se leva, remettant sa robe froissée, et s'approcha de lui. « C'était quoi, Victor? C'était la première fois depuis 15 ans que je me sentais vivant. » L'aveu lui échappa comme arraché de force, et ça me terrifie. Camille sentit son cœur s'emballer. « Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment aimer à nouveau sans avoir peur de perdre. » Il prit ses mains dans les siennes. « Isabelle est morte le jour où elle a dit oui à ma demande en mariage. Et si le bonheur était une malédiction pour moi? Victor, regarde-moi. » Elle força son regard à croiser le sien. « Je ne suis pas Isabelle. Je ne vais pas mourir parce que tu m'aimes. Comment peux-tu en être si sûre? Parce que la vie n'est pas si cruelle. » Elle caressa son visage. « Et parce que tu mérites d'être heureux même si tu ne le crois pas. » Les jours qui suivirent marquèrent un tournant radical dans leur relation. Victor ne retourna plus dormir dans sa chambre d'appoint. Ils prenaient leurs repas ensemble, se promenaient dans les jardins, découvraient leurs goûts communs et leurs différences avec une curiosité nouvelle. Camille découvrait un Victor qu'elle n'avait jamais soupçonné. Attentionné, drôle parfois, passionné par son travail mais aussi par l'architecture et la photographie. Il lui montrait Paris à travers ses yeux d'homme d'affaires, lui faisant découvrir des restaurants cachés où il emmenait ses clients importants. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça avant ?» lui demanda-t-elle un soir, alors qu'il dînait dans un petit bistrot de Montmartre qu'il affectionnait. « Parce que j'avais oublié qui j'étais avant de devenir celui que je suis. » Il prit sa main par-dessus la table. « Tu me rappelles des parties de moi que j'avais enterrées. Lesquelles? Ma capacité à rire, à rêver, à voir la beauté dans les petites choses. » Son pouce caressa sa paume. « Avant Isabelle, j'étais peut-être moins intense, mais après sa mort, je suis devenu mécanique. Toi, tu me rends ma spontanéité. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Camille, mais elle sentait encore une retenue chez Victor, une part de lui qui résistait encore à cette nouvelle intimité. Cette résistance se manifesta de façon éclatante le vendredi suivant, quand Élisabeth Delacroix leur rendit une visite surprise. Elle trouva Camille et Victor en train de prendre le petit déjeuner ensemble, lui lisant des extraits du journal pendant qu'elle préparait des tartines. Une scène d'intimité conjugale parfaite qui fit se raidir la mère de Victor. « Mon fils, dit-elle de sa voix glaciale habituelle, « j'espère que tu n'oublies pas le dîner avec les investisseurs coréens ce soir. »« Bien sûr que non, maman. Camille m'accompagnera. » Élisabeth jeta un regard méprisant à sa belle-fille. « Es-tu certain que ce soit approprié? Ces hommes d'affaires asiatiques sont très traditionnels. Ils risquent d'être déroutés par la présence de ton épouse. » Camille sentit la colère monter en elle, mais Victor réagit avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. « Camille est ma femme, maman. Sa place est à mes côtés lors de ces événements importants. » Un silence tendu s'installa. Élisabeth regardait son fils comme si elle ne le reconnaissait plus. « Très bien, dit-elle finalement, mais j'espère que tu mesures les conséquences de ce changement d'attitude. » Après le départ de sa mère, Victor sembla se refermer légèrement. Camille le sentit partir, revenir vers cette zone de sécurité émotionnelle où il s'était retranché pendant 15 ans. « Elle a peut-être raison, » marmonna-t-il en parcourant ses dossiers. « Ce dîner est crucial pour l'expansion en Asie. Si ma présence te met mal à l'aise, Victor. » Elle se planta devant son bureau. « Ne fais pas ça. Ne laisse pas ta mère détruire ce que nous sommes en train de construire. Je ne veux juste pas... » « Tu ne veux pas quoi? M'imposer à des hommes d'affaires ou tu ne veux pas admettre publiquement que tu tiens à moi ?» La question flotta entre eux comme un défi. Victor leva les yeux vers elle, et Camille y lut un combat intérieur qu'elle connaissait désormais bien. « Les deux, avoua-t-il finalement. J'ai peur de tout gâcher. Avec les affaires. Avec nous. Et si on essayait de ne rien gâcher du tout ?» Elle contourna le bureau et prit son visage entre ses mains. « Et si on essayait juste d'être heureux ?» Il ferma les yeux, s'abandonnant à sa caresse. « Je ne sais pas comment faire, Camille. Alors apprenons ensemble. » Ce soir-là, Victor présenta Camille aux investisseurs coréens avec une fierté qui ne laissait aucun doute sur ses sentiments. Et quand l'un d'eux complimenta sa charmante épouse, Victor sourit d'un sourire authentique qui illumina tout son visage. Pour la première fois depuis 15 ans, Victor Delacroix osait être heureux en public. Le bonheur fragile de Camille et Victor fut brutalement mis à l'épreuve la semaine suivante. Tout commença par un appel téléphonique matinal que Victor reçut pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans la véranda. Delacroix. Sa voix se durcit instantanément. « Quoi? Vous en êtes certain ?» Camille observait son visage se fermer,
Ses traits se crispaient. L'homme tendre et attentionné des derniers jours disparaissait, remplacé par le PDG impitoyable qu'elle avait épousé. Réunissez le conseil d'administration pour 15 heures. Il raccrocha violemment. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Camille, inquiète. « Les investisseurs japonais se retirent du projet de Shanghai. 15 millions d'euros qui s'envolent. » Il se leva brusquement, renversant sa tasse. « Il faut que je règle ça immédiatement. »« Victor, attends. » Mais il était déjà parti, la laissant seule avec ses craintes. Elle connaissait assez Victor maintenant pour savoir que sous la pression, il avait tendance à redevenir l'homme fermé qu'elle avait découvert le premier jour. L'après-midi, alors qu'elle tentait de lire dans le salon, Marguerite vint l'informer qu'Élisabeth Delacroix souhaitait lui parler. Sa belle-mère entra dans la pièce comme un général inspectant ses troupes, son regard froid balayant Camille de la tête aux pieds. « Ma chère Camille, nous devons avoir une conversation sérieuse. Je vous écoute. Cette comédie sentimentale avec mon fils doit cesser. » Élisabeth s'assit dans le fauteuil en face d'elle, droite comme un i. « Victor traverse une période difficile professionnellement. Il n'a pas besoin de complications personnelles. » Camille sentit la colère monter en elle. « Je ne suis pas une complication. Je suis sa femme. Vous êtes une distraction. » Le ton d'Élisabeth était cassant. « Regardez ce qui arrive. Dès qu'il commence à s'attacher à vous, les affaires périclitent. Exactement comme avec Isabelle. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Un sourire cruel étira les lèvres d'Élisabeth. « Vous ne saviez pas ?» Victor était tellement obnubilé par ses préparatifs de mariage avec Isabelle qu'il a négligé plusieurs dossiers importants. L'entreprise a failli faire faillite cette année-là. C'est seulement après sa mort qu'il a retrouvé sa concentration et sauvé l'empire familial. Les paroles d'Élisabeth frappèrent Camille comme des coups de poignard. « Vous mentez. Vérifiez les bilans de 2009 et 2010 si vous ne me croyez pas. » Élisabeth se leva. « L'amour rend Victor faible, Camille. Et un homme faible ne peut pas diriger un empire de cette envergure. Si vous l'aimez vraiment, vous devriez vous effacer. » Cette nuit-là, Victor rentra épuisé et tendu. Il se dirigea directement vers son bureau sans même saluer Camille. Elle le suivit, déterminée à aborder le sujet qui la rongeait. « Ta mère est venue me voir aujourd'hui. » Victor leva les yeux de ses dossiers, l'air agacé. Qu'est-ce qu'elle voulait encore? Me convaincre que notre relation nuisait à tes affaires. Camille s'assit en face de lui. Elle m'a dit que tu avais déjà vécu ça avec Isabelle. Le visage de Victor se ferma complètement. Ma mère ne devrait pas parler de choses qu'elle ne comprend pas. Alors explique-moi, toi. Camille se pencha vers lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ton amour pour Isabelle a failli ruiner l'entreprise? Un long silence s'installa. Victor regardait ses mains, évitant soigneusement son regard. « Victor, réponds-moi. » « C'était plus compliqué que ça, » murmura-t-il finalement. « J'étais jeune, inexpérimenté. J'ai commis des erreurs de jugement. »« À cause d'Isabelle? À cause de mon manque d'expérience. » Il explosa soudain. « Isabelle n'avait rien à voir là-dedans. Alors pourquoi refuses-tu de me regarder en me disant ça ?» Victor se leva brusquement, faisant les 100 pas devant son bureau. « Parce que j'ai peur, d'accord? J'ai peur que l'histoire se répète. » Quelle histoire? Que je redevienne cet homme qui rêve plus qu'il n'agit, qui privilégie ses sentiments à ses responsabilités. Il s'arrêta devant la fenêtre. Aujourd'hui, j'ai failli signer un contrat désastreux parce que je pensais à toi au lieu de me concentrer sur les chiffres. Camille sentit son monde s'écrouler. Tu penses que je suis un obstacle à ton travail? Je ne sais plus ce que je pense. Sa voix était pleine de souffrance. Depuis cette nuit dans le bureau, j'ai l'impression de perdre le contrôle de tout, et ça me terrorise. Alors qu'est-ce que tu proposes? Les larmes commençaient à brouiller sa vision. Qu'on redevienne des étrangers, que je retourne être l'épouse invisible que tu as épousée? Victor se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux un combat terrible entre l'amour et la peur. Je ne sais pas, Camille, je ne sais vraiment pas. Cette nuit-là, Victor retourna dormir dans sa chambre d'appoint. Allongé seul dans le lit conjugal qu'ils avaient recommencé à partager, Camille pleurait sur ce bonheur fragile qui semblait déjà lui échapper. Le lendemain matin, elle prit une décision qui allait tout changer. Si Victor avait besoin d'espace pour réfléchir, elle allait lui en donner, mais pas de la manière qu'il espérait. Elle fit ses valises et écrivit une lettre qu'elle déposa sur l'oreiller de Victor. « Mon cher mari, tu as peur que l'amour te rende faible? Je vais te prouver le contraire. Je pars quelques jours chez ma meilleure amie Juliette, à Lyon. Prends ce temps pour réfléchir à ce que tu veux vraiment. Une vie sans risque mais sans amour, ou une vie avec moi, avec tout ce que cela implique de bonheur et de vulnérabilité. Quand tu auras trouvé ta réponse, tu sauras où me trouver. Je t'aime, Victor, même si tu n'es pas encore prêt à l'accepter. Camille. » En quittant la demeure de Neuilly, Camille ne savait pas qu'elle venait de déclencher chez Victor
une prise de conscience qui allait bouleverser sa vie à jamais. La lettre de Camille brûlait entre les mains de Victor comme un charbon ardent. Il la relisait pour la 10e fois, assis sur le lit qu'ils avaient commencé à partager, respirant encore son parfum délicat sur l'oreiller voisin. « Je t'aime, Victor, même si tu n'es pas encore prêt à l'accepter. » Ces mots résonnèrent dans son esprit avec une force dévastatrice. Pour la première fois, quelqu'un lui disait qu'il était aimé inconditionnellement, malgré ses peurs, malgré ses faiblesses, malgré les murs qu'il érigeait sans cesse. 3 jours passèrent dans un brouillard de réunions automatiques et de nuits blanches. Victor tentait de se concentrer sur les dossiers urgents, sur la crise avec les investisseurs japonais, mais l'absence de Camille créait un vide béant dans sa vie quotidienne. Plus de sourires au petit déjeuner, plus de conversations sur l'oreiller, plus de cette présence douce qui avait transformé sa demeure en véritable foyer. Marguerite le regardait avec inquiétude, voyant cet homme qu'elle avait vu grandir se détruire à nouveau sous ses yeux. « Monsieur Victor », osa-t-elle le 3e soir, « Madame Camille va-t-elle revenir ?» Victor leva les yeux de ses papiers et Marguerite fut choquée par la souffrance qu'elle y lut. « Je ne sais pas, Marguerite, je ne sais vraiment pas. Puis-je me permettre une observation ?» Il hocha la tête, trop épuisé pour protester. « En 15 ans de service dans cette maison, je ne vous ai jamais vu aussi vivant que ces dernières semaines. Madame Camille vous a rendu quelque chose que vous aviez perdu. Et si ce quelque chose détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé ? Monsieur Victor, dit Marguerite avec une douceur inhabituelle, à quoi bon posséder le monde si on n'a personne avec qui le partager ? Cette nuit-là, incapable de dormir, Victor se rendit dans son bureau. Il ouvrit le tiroir secret où il gardait ses souvenirs les plus précieux et en sortit 2 photos, celle d'Isabelle qu'il avait cachée et une autre, récente, prise par Marguerite à son insu, montrant Camille et lui en train de rire dans le jardin. Pour la première fois, il put les regarder côte à côte sans culpabilité. Isabelle, avec son sourire éclatant et ses rêves d'aventure. Camille, avec sa détermination tranquille et sa capacité à voir le meilleur en lui. 2 femmes différentes, 2 amours différents, mais surtout 2 époques différentes de sa vie. « Pardonne-moi, Isabelle, » murmura-t-il en caressant la première photo. « Pardonne-moi d'avoir cru que t'aimer à nouveau serait te trahir. » Il comprenait enfin que porter le deuil d'Isabelle ne signifiait pas renoncer à vivre. Elle aurait été la première à lui dire de saisir cette chance de bonheur avec Camille. Le lendemain matin, Victor prit une décision radicale. Il annula tous ses rendez-vous et convoqua un conseil d'administration extraordinaire. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il face aux 12 membres du conseil, « je souhaite vous présenter ma démission de la présidence du groupe Delacroix Industrie. » Un silence de mort accueillit sa déclaration. Sa mère, présente en tant qu'actionnaire principal, devint livide. « Victor, tu as perdu la raison. »« Au contraire, maman, j'ai enfin retrouvé la raison. » Il se tourna vers l'Assemblée. « Je propose que ma cousine Hélène Delacroix-Monclerc prenne la présidence. Elle a brillamment géré notre filiale britannique pendant 5 ans. Elle est compétente, ambitieuse, et surtout, elle ne craint pas de prendre des risques calculés. »« Mais pourquoi ?» demanda un des administrateurs. « Vous venez de sauver la situation avec les Coréens. »« Parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel. » Victor pensa à Camille, à ces mots dans la lettre. « Un homme qui a peur de vivre pleinement ne peut pas diriger avec vision. Je veux rester dans l'entreprise, mais comme directeur de développement stratégique. Un poste qui me permettra de concilier mes responsabilités professionnelles et ma vie personnelle. » Elisabeth se leva, furieuse. « Tu détruis l'héritage de ton père pour cette petite bourgeoise. Je sauve l'héritage de mon père en apprenant enfin à être heureux. » Victor fit face à sa mère. « Papa m'a toujours dit que la réussite sans bonheur n'était qu'une prison dorée. » Il avait raison. Après le vote qui entérina sa décision, Victor se rendit au bureau de son avocat pour rédiger un nouveau testament, puis chez le joaillier le plus prestigieux de la place Vendôme. « Je veux quelque chose d'unique, » expliqua-t-il à l'artisan. « Pas un diamant classique, quelque chose qui ressemble à ma femme, délicat mais résistant, lumineux mais discret. J'ai exactement ce qu'il vous faut. » L'homme lui présenta une bague ornée d'une émeraude entourée de petits diamants. L'émeraude symbolise la renaissance et l'espoir, et regardez comme elle capte la lumière. Victor sourit. Parfait. Le soir même, il roulait vers Lyon, le cœur battant comme un adolescent. Il avait l'adresse de Juliette grâce à Marguerite, qui était restée en contact discret avec Camille. Quand Camille ouvrit la porte de l'appartement de son ami, Victor fut frappé par sa pâleur et ses yeux rougis. Elle aussi avait souffert de cette séparation. « Victor, qu'est-ce que tu fais là ? » « Je viens chercher ma femme. » Il sortit l'écrin de sa poche et s'agenouilla devant elle, sous le regard ébahi des voisins qui passaient. Camille Rochefort Delacroix
Veux-tu m'épouser, pour de vrai cette fois? Les larmes coulèrent sur les joues de Camille. Tu as perdu la tête? Complètement. Il souriait à travers ses propres larmes. J'ai démissionné de la présidence de l'entreprise. J'ai défié ma mère et je viens faire ma demande en mariage à une femme qui est déjà ma femme. Si ce n'est pas de la folie, Victor. J'ai compris, Camille. Tu ne me rends pas faible. Tu me rends humain. Et un homme humain vaut 1000 robots en costume. Il prit sa main tremblante. Je t'aime. Je t'aime avec mes peurs, mes cicatrices, mes défauts. Je t'aime pour ce que tu es et pour ce que tu fais de moi quand je suis avec toi. Camille se jeta dans ses bras, et leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser qui goûtait les larmes et les promesses d'avenir. « Oui, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Oui, je veux t'épouser. Encore et encore. Autant de fois qu'il faudra pour que tu croies enfin que tu mérites d'être aimé. » 6 mois plus tard, la demeure de la Croix vibrait d'une énergie nouvelle. Les rires de Camille résonnaient dans les couloirs autrefois silencieux, et Victor avait retrouvé cette spontanéité que Lucien avait évoquée des mois plus tôt. Leur amour, né dans la douleur et la méfiance, s'épanouissait désormais au grand jour. Ce matin de printemps, Camille se réveilla dans les bras de Victor comme chaque jour depuis leur réconciliation à Lyon. Il dormait encore, un sourire paisible aux lèvres, et elle ne put s'empêcher de caresser son visage. L'homme froid et distant qu'elle avait épousé avait laissé place à un époux attentionné qui n'hésitait plus à exprimer ses sentiments. « Bonjour, mon amour », murmura Victor en ouvrant les yeux, utilisant ces mots tendres qu'il n'avait jamais osé prononcer auparavant. « Bonjour ». Elle l'embrassa doucement. « Tu as bien dormi ?»« Parfaitement. Comme toujours quand tu es dans mes bras. » Leur routine matinale avait pris une dimension romantique que Camille n'avait jamais espérée. Victor prenait désormais le temps de savourer son petit déjeuner avec elle, partageant ses projets pour la journée, s'intéressant aux siens. Sa nouvelle position de directeur de développement stratégique lui offrait plus de flexibilité, et il en profitait pour redécouvrir les plaisirs simples de la vie conjugale. « J'ai une surprise pour toi aujourd'hui », annonça-t-il en buvant son café. « Encore ?» Camille rit. « Tu me gâtes trop, Victor. »« Jamais assez. » Il prit sa main et baisa ses doigts. « J'ai 15 ans de tendresse à rattraper. » L'après-midi, Victor emmena Camille au Trocadéro, face à la Tour Eiffel. C'était là qu'il avait pris la photo avec Isabelle des années plus tôt, et Camille comprit la symbolique de ce choix. « Tu es sûr que tu veux faire ça ici ?» demanda-t-elle, émue par ce geste de réconciliation avec son passé. « C'est exactement ici que je veux le faire. » Il sortit un appareil photo de son sac. « Je veux créer de nouveaux souvenirs, Camille. Avec toi. » Ils prirent des dizaines de photos, riant comme des enfants, s'embrassant sous le soleil parisien. Victor avait organisé une séance avec un photographe professionnel qui immortalisa leur moment de bonheur avec une discrétion parfaite. « Ces photos orneront notre nouvelle maison », expliqua Victor en la serrant contre lui. « Nouvelle maison? Nous allons quitter Neuilly. » Ses yeux pétillaient de malice. « J'ai trouvé une propriété magnifique dans le 6e arrondissement, près du Luxembourg. Plus intime, plus à notre image. Un endroit où nous pourrons vraiment recommencer. » Le soir venu, ils rentrèrent à Neuilly pour un dîner que Victor avait organisé en secret. Camille découvrit le salon transformé, des bougies partout, des roses blanches et une table dressée pour deux avec leurs mets préférés. « Qu'est-ce que nous fêtons ?» demanda-t-elle, intriguée. « Notre renaissance. » Il lui tendit une enveloppe élégante. « Ouvre. » À l'intérieur, Camille découvrit 2 billets pour les Maldives et une réservation dans le resort le plus luxueux de l'archipel. « Notre véritable lune de miel », expliqua Victor. « Celle que nous n'avons jamais eue. 2 semaines, rien que nous deux, pour nous découvrir encore plus profondément. » Les larmes de bonheur coulèrent sur les joues de Camille. « Victor, c'est trop... » »« Non, mon amour, ce n'est que le commencement. » Pendant le dîner, Victor se montra plus romantique que jamais. Il avait commandé un violoniste qui jouait en sourdine leur mélodie préférée, et chaque détail témoignait de son attention à ce qui lui faisait plaisir. « J'ai quelque chose d'important à te dire », annonça-t-il au dessert. Camille sentit son cœur s'accélérer, se demandant quelle nouvelle surprise l'attendait. « Cet après-midi, j'ai reçu un appel de ma mère. » L'atmosphère se tendit légèrement. Élisabeth de la Croix n'avait jamais accepté leur réconciliation et multipliait les tentatives pour semer la discorde. Elle organise son traditionnel gala de charité la semaine prochaine. Victor prit les mains de Camille. « Elle t'a officiellement invité, pas comme ma femme par obligation, mais comme la femme que j'aime et que je respecte. » Qu'est-ce qui a provoqué ce changement ? Hélène. Ma cousine lui a fait comprendre que son attitude risquait de détruire définitivement notre relation. Et puis, il sourit. Les résultats financiers de l'entreprise depuis ma prise de poste prouvent que l'amour ne m'a pas rendu moins efficace. Au contraire, c'était vrai.
Libéré du poids de la présidence mais gardant un rôle stratégique crucial, Victor avait développé une vision innovante qui impressionnait les investisseurs. Son bonheur personnel rayonnait sur son travail, lui donnant une créativité et une audace nouvelle. « Et toi, tu veux y aller ?» demanda Camille. « Avec toi à mon bras ?» Fièrement. Il se leva et s'agenouilla devant elle, sortant de sa poche un écrin différent de celui de Lion. « Mais avant ça, j'ai une dernière surprise. » Il ouvrit l'écrin, révélant une alliance sertie de diamants qui complétait parfaitement la bague de fiançailles qu'elle portait déjà. « Camille Rochefort de la Croix, veux-tu renouveler nos vœux, cette fois devant nos proches, en célébrant l'amour véritable que nous avons trouvé ?»« Oh, Victor !» Elle se jeta à son cou. « Oui, 1000 fois oui. » Une semaine plus tard, lors du gala d'Élisabeth, Victor présenta Camille à tout le gratin parisien avec une fierté éclatante. Quand l'orchestre entama une valse, il l'entraîna sur la piste de danse sous les regards admiratifs de l'assemblée. « Tu vois ?» murmura-t-il à son oreille en la faisant tournoyer. « J'avais tort de croire que l'amour rendait faible. Il rend invincible. » « Comment ça ? Parce qu'avec toi, j'ai l'impression de pouvoir affronter n'importe quoi. Tu es ma force, Camille. Tu es ma lumière dans l'obscurité. » Pendant qu'ils dansaient, enlacés et rayonnants, les invités commentaient cette transformation spectaculaire. Victor Delacroix, l'homme de glace, était devenu un mari éperdument amoureux qui assumait ses sentiments avec une élégance naturelle. « Je t'aime », lui dit-il, en la serrant plus fort contre lui. « Moi aussi je t'aime. Pour toujours. » Dans cette salle de bal dorée, entourés de témoins de leur bonheur, Camille et Victor scellaient définitivement leur amour. L'épouse oubliée était devenue la femme inoubliable, et l'homme de glace avait retrouvé la chaleur de son cœur. Leur histoire, née d'un mariage de convenance, s'épanouissait en passion éternelle, comme quoi l'amour véritable peut naître des circonstances les plus improbables, pourvu qu'on ait le courage de briser les murs qui nous emprisonnent et d'ouvrir son cœur à l'impossible. Paris, automne 2030. La maison du 6e arrondissement baignait dans la lumière dorée d'octobre. Camille, désormais âgée de 30 ans, observait depuis la fenêtre de leur bibliothèque les feuilles qui dansaient dans le petit jardin privé qu'ils avaient aménagé ensemble. Ses mains reposaient tendrement sur son ventre arrondi. Leur premier enfant naîtrait dans quelques semaines. « Tu rêves encore ?» demanda Victor en l'enlaçant par derrière, posant ses mains sur les siennes. « Je pensais à tout ce chemin parcouru. » Elle se blottit contre lui. « Te souviens-tu de notre première nuit dans cette maison? Comment pourrais-je l'oublier ?» Il embrassa son cou. « Tu as pleuré en découvrant la surprise que j'avais préparée dans notre chambre. » Victor avait fait encadrer toutes leurs photos du Trocadéro et les avait disposées le long de l'escalier menant à leur suite parentale. Un mur de souvenirs qui racontait leur renaissance, leur transformation de deux étrangers en couple éperdument amoureux. Ces 5 années avaient consolidé leur union d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Victor, libéré du poids écrasant de la présidence, s'épanouissait dans son rôle de directeur stratégique. Il avait développé une vision innovante qui avait propulsé Delacroix Industries vers de nouveaux marchés, particulièrement en Afrique et en Asie du Sud-Est. Sa créativité, nourrie par son bonheur personnel, impressionnait même les investisseurs les plus sceptiques. Camille, de son côté, avait trouvé sa voie dans la création d'une fondation dédiée à l'aide aux jeunes couples en difficulté. L'espoir retrouvé aidait ceux qui, comme eux autrefois, pensaient que leur union était vouée à l'échec. Son expérience personnelle lui donnait une légitimité et une empathie qui touchaient profondément les bénéficiaires. « Madame Delacroix, » annonça Marguerite depuis le seuil de la bibliothèque, « votre mère vient d'arriver avec les faire-part. » Catherine Rochefort, qui avait retrouvé sa sérénité depuis que son mari avait redressé brillamment son entreprise grâce à l'alliance Delacroix, entra avec une boîte élégante entre les mains. « Ma chérie !» Elle embrassa sa fille avec effusion. « Victor, regardez comme ces faire-part sont magnifiques !» C'étaient les invitations pour le renouvellement de leurs vœux, prévus pour le mois suivant dans la chapelle privée du château de Versailles. Cette fois, ce ne serait pas une cérémonie d'affaires, mais une véritable célébration de leur amour, entourée uniquement de ceux qui avaient soutenu leur parcours. « Élisabeth a-t-elle confirmé sa présence ?» demanda prudemment Camille. « Oui », répondit Victor avec un sourire amusé. « Elle m'a même demandé si elle pouvait amener quelqu'un. Apparemment, elle fréquente le professeur Dubois, son nouveau voisin. Un veuf charmant qui lui apprend la peinture. » Camille éclata de rire. « Ta mère en train de peindre des aquarelles romantiques. Qui l'eût cru ?» La transformation d'Élisabeth avait été l'une des surprises les plus inattendues de ces 5 années. Voyant le bonheur rayonnant de son fils et l'influence positive de Camille sur lui, elle avait progressivement baissé sa garde. La naissance prochaine de son premier petit enfant
avait achevé de l'amadouer. D'ailleurs, continua Victor, Hélène m'a appelé ce matin. Elle souhaite te proposer de rejoindre le conseil d'administration en tant que responsable de la politique de responsabilité sociale de l'entreprise. Vraiment? Camille se tourna vers lui, les yeux brillants. Mais avec le bébé qui arrive, c'est un poste qui peut s'adapter à tes contraintes familiales. Et puis, qui mieux que toi peut humaniser notre groupe? Hélène Delacroix-Monclerc avait brillamment pris la succession de Victor à la présidence. Femme moderne et visionnaire, elle appréciait l'approche de Camille et souhaitait intégrer davantage de valeurs humaines dans la stratégie de l'entreprise. L'après-midi, Victor et Camille se rendirent au cimetière du Père Lachaise. C'était devenu une tradition. Ils venaient ensemble sur la tombe d'Isabelle avant chaque événement important de leur vie. « Bonjour Isabelle », murmura Camille en déposant un bouquet de lys blanc. « Nous venons t'annoncer que tu vas être marraine posthume de notre enfant. Si c'est une fille, elle s'appellera Isabelle Marie. » Victor posa sa main sur l'épaule de sa femme, ému par cette délicatesse qui la caractérisait si bien. Au lieu d'effacer Isabelle de leur histoire, Camille l'avait intégrée avec une générosité qui l'avait profondément touchée. « Elle aurait adoré notre histoire, » dit-il. « Elle qui croyait aux contes de fées. »« Ce n'est pas un conte de fées, Victor. » Camille prit sa main. « C'est quelque chose de plus beau. C'est la vraie vie, avec ses blessures, ses peurs, ses moments de doute, mais aussi ses victoires et ses joies infinies. » En rentrant chez eux, ils trouvèrent Juliette, qui les attendait avec son mari Antoine et leur jumeau de 2 ans. L'amie fidèle de Camille était devenue comme une sœur pour Victor, qui appréciait son franc-parler et sa loyauté indéfectible. « Alors » demanda Juliette avec impatience. « Vous avez choisi le prénom si c'est un garçon ?»« Alexandre Victor » répondit Camille. « Alexandre comme ton père » ajouta-t-elle en regardant Victor avec tendresse. Victor sentit les larmes lui monter aux yeux. Son père, décédé quand il avait 20 ans, aurait été si fier de voir l'homme qu'il était devenu, l'époux et bientôt le père qu'il s'apprêtait à être. Ce soir-là, allongés dans leur lit, Victor et Camille parlèrent de l'avenir avec cette complicité qui les caractérisait désormais. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» murmura Victor en caressant le ventre de sa femme. « Quoi donc ? C'est que notre enfant grandira dans une maison remplie d'amour. Il ne connaîtra jamais le silence glacé de mon enfance, ni la solitude que nous avons tous les deux traversée. Il connaîtra des parents imparfaits mais qui s'aiment vraiment, » répondit Camille. « Toi qui ont appris que l'amour véritable, ça se construit jour après jour, ça se mérite et ça se choisit à chaque instant. » Dans l'obscurité de leur chambre, enlacés et sereins, Victor et Camille Delacroix savouraient cette paix profonde qui suit les tempêtes surmontées. Leur amour né d'un mariage arrangé était devenu cette passion mature et solide qui résiste à toutes les épreuves. L'épouse oubliée était devenue la femme de sa vie. L'homme de glace avait retrouvé son humanité. Et ensemble, ils s'apprêtaient à écrire un nouveau chapitre, celui d'une famille unie par l'amour le plus authentique. Dehors, Paris scintillait sous les étoiles, témoin silencieux de cette renaissance qui prouve que parfois, les plus belles histoires commencent là où on ne les attend pas. Enfin, si vous étiez Camille, auriez-vous eu le courage de vous battre pour un homme qui vous traitait initialement comme invisible? Ou auriez-vous abandonné dès le premier mois de mariage? Victor méritait-il vraiment une seconde chance après avoir causé tant de souffrance à Camille? Votre participation sur la chaîne est très importante. Merci de laisser votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.